on n'est pas dans la continuité, on est comme dans un moment de rupture. Ouais. C'est-à-dire, quelles conditions on se donne pour se permettre de plus entreprendre puis de mieux entreprendre. Ouais. On est meilleur au monde dans plein de choses, on devrait jouer dans ces ligues-là. On ne devrait pas essayer d'être la copie de d'autres choses. Allô Sylvain, bonjour à ceux qui nous écoutent en ligne. Format spécial, en fait, à partir d'aujourd'hui, puis dans les semaines à venir, je vais faire différentes conversations comme ça avec des gens qui représentent l'écosystème tech québécois puis qui ont envie de parler des enjeux qu'on voit finalement envers le gouvernement, les politiques publiques qu'on aimerait voir pour valoriser l'entrepreneuriat dans les élections provinciales qui s'en viennent. Et Sylvain est mon premier invité. Sylvain, allô. Salut. Je sais pas si tu as besoin d'introduction. Vas-y peut-être juste introduire pour... Oui, peut-être brièvement. Ça fait maintenant quelques décennies que je suis dans l'écosystème entrepreneurial à Montréal, au Québec, au Canada. J'ai commencé comme entrepreneur dans les années 90-2000. Et puis maintenant, depuis 10 ans, je suis investisseur. Donc, j'ai changé de côté de table. J'étais longtemps chez Real Ventures, Founder Fuel, Maison Notman, où j'ai rencontré plein de gens de la communauté. Je suis encore impliqué beaucoup comme coach dans des incubateurs, des accélérateurs. Hier, j'étais avec mes amis de Startup à résidence, entre autres. Je travaille avec HEC aussi sur des programmes avec Finance Montréal. Et mon prochain projet, là, celui des prochaines 10 années, c'est un nouveau fonds d'investissement qui va s'appeler Métanea Capital, où je vais mettre en pratique un peu toute cette compréhension du parcours entrepreneurial pour vraiment investir au tout début, là, du pré-amorçage, pre-seed, premier chèque, premier moment de confiance et de « je crois en vous ». Go! Ben, c'est très cool, puis je suis très content de t'avoir comme premier, disons, entrevieweur. Vous allez voir ça au cours de la semaine. Puis, tu sais, la question que je vais poser, puis la question que même, tu sais, cette vidéo va suivre le panel que j'ai organisé lundi cette semaine. Écoute, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais bref. Mais la question que je vais poser, c'est les élections provinciales s'en viennent. Qu'est-ce qu'on aimerait voir d'un gouvernement? Fait que, Sylvain, je te pose la question. Quand tu penses, mettons, l'entrepreneuriat tech en 2026, puis que tu te dis, ah ben, le gouvernement devrait faire quelque chose ou pas, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi les faiblesses, les forces, mettons? Oui. Je pense que ça aide de prendre un peu de recul. Un des efforts qu'on avait fait en 2016 qui avait été très structurant, à l'époque, j'avais travaillé avec mon ami Christian Bellard chez Credo. On avait publié le premier rapport avec Phil de Startup Fest, le premier rapport de l'écosystème startup de Montréal, qui venait nous informer sur... tu mettras le lien là, dans les notes. Il est encore quelque part sur Internet, mais il y en a combien d'entrepreneurs? C'est quoi l'impact économique? C'est quoi ça, une startup tech? Puis c'est quoi la maison du web à Notman? Puis tout ça, fait que, tu sais, je pense qu'à ce moment-là, si on recule d'une dizaine d'années, on avait un peu une prise de conscience de position, puis j'appellerais ça comme le début de l'adolescence de notre écosystème. Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard. On est en 2026. On en parlait juste avant de commencer cette conversation-là, là, avant de partir les caméras, mais on a progressé. Il y a des... sur le site du ministère de l'Économie, du MEIE, il y a une définition des startups, il y a des programmes, il y a ce qu'on appelle des AIE maintenant, des gens qui accompagnent les entrepreneurs. Il y a le capital de risque qui s'est beaucoup développé. Donc, on a une plus grande richesse. Et puis là, on peut se poser une question. On est peut-être à la fin de la période de l'adolescence. Donc, en termes de maturité, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en termes de maturité? Puis pour moi, quand on se pose la question par rapport au gouvernement, il faut que ça soit qu'est-ce qui est structurant et qu'est-ce qui est dans le moyen et le long terme. Et c'est un peu le défaut, je pense, des conversations avant les élections. On est beaucoup dans le court terme, puis qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme il faut, puis qu'est-ce qu'on devrait changer. Mais je pense qu'il faut prendre le temps de prendre du recul, puis tout parti confondu, qu'est-ce qu'on a bien réussi dans les derniers 10 ans. Et quand je suis arrivé en capital de risque, ça m'a vraiment aidé à penser avec cette lentille ou cet horizon de la décennie. Donc, si on regarde les 10 prochaines années, qu'est-ce qui est structurant et qu'on peut mettre en place aujourd'hui? Et qu'est-ce qui, aussi bien qu'on veuille que ça change, ça ne devrait pas non plus relever du gouvernement. Je suis plutôt socialiste, je suis plutôt à gauche de l'échiquier ou du spectre politique, mais je suis aussi entrepreneur. Puis je pense qu'il y a un côté... d'indépendance puis d'autonomie dans les actions des entrepreneurs qui est important. Je ne pense pas que le gouvernement devrait faire tout. Mais d'un autre côté, il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc, c'est vraiment ces questions-là sur qu'est-ce qui est structurant. Puis là, tu amènes un sujet, puis je vais commencer par un premier sujet sur le long terme.
si on enlève l'idée qu'il y a des élections provinciales, parce que ça va comment avoir un certain impact, disons, sur les politiques publiques qui s'en viennent, il y a également la stratégie québécoise de recherche et innovation. SQRI 2 maintenant, l'investissement et innovation, qui va être également en refonte. Fait que moi, je pense, puis peut-être que tu es dans la même idée que moi, que cette stratégie-là devrait quasiment sortir du débat politique. Puis vraiment être collé sur les besoins des entrepreneurs. Fait que peu importe le parti, on devrait laisser libre cours à discuter de ce qui est bon, pas bon dans l'écosystème, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, puis qu'est-ce qui va nous amener dans la prochaine étape dans les 5-10 prochaines années, comme tu le mentionnes. Je reviendrai ensuite sur les priorités des partis au pouvoir, mais parlons de ça. C'est quoi les éléments qui, selon toi, te disent hey, ça, là, c'est une faiblesse qu'on devrait travailler là-dessus pour les 5-10 prochaines années? Là. Oui, bien hier, c'était en me préparant un petit peu là, à cette conversation-là, je parlais avec Perplexity et Claude, mes amis dans le cloud, dans le nuage. Ce qui est intéressant, c'est de voir, OK, qu'est-ce qui ressort quand on pose la question? Donc, qu'est-ce qui est un consensus? Hein? Qu'est-ce qui manque? Et puis là, ben là, il y a du financement, du capital patient, puis le gouvernement comme premier client. Puis ça, c'est toutes des choses un peu évidentes. Ouais. Puis là, je me posais la question, qu'est-ce que l'IA peut pas nous dire sur nos besoins? Qu'est-ce que nous, on sait peut-être parce qu'on est dans l'écosystème entrepreneurial? Et ce qui était clair pour moi, c'est qu'il y a un changement de posture ou de philosophie par rapport à l'entrepreneuriat. Ouais. Puis une façon de dire, c'est que peut-être, au lieu d'être dans le soutien à l'entrepreneuriat, on devrait être plus dans la fierté des entrepreneurs, de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est peut-être... Je parlais de maturité puis d'être rendu ailleurs. Je pense qu'il y a ça. Il y a quelque chose qui est... on n'est pas... c'est pas la... c'est pas, comment dire, le parent pauvre ou le c'est pas un secteur, l'entrepreneuriat non plus. C'est transversal, c'est une strate dans l'économie, dans la société. Donc, cette idée-là de la fierté, je pense qu'elle est super importante. Mais ça pose quand même un défi. Est-ce que ce sont des politiques publiques qui amènent la fierté? Grosse question. Bien, je suis d'accord. Puis, un des éléments que tu m'as relevé dans la préparation à cette belle entrevue, c'est l'idée de la confiance. La fierté vient avec la confiance. Il y a également la notion de la confiance accordée par des gouvernements qui vont donner un financement, une impulsion finalement à l'entrepreneuriat. Puis je pense que c'est ça le défi. Tu mentionnais notamment que tu es en train de lever un fonds pour essayer de jouer sur le début de parcours. Il y a beaucoup cette conversation-là aussi dans l'écosystème. Là. Est-ce qu'on accompagne en début de parcours? Finalement, ce qu'on devrait investir, c'est plus vers le Série A, Série B, faire en sorte que les entreprises qui ont déjà une bonne croissance ont un supplément donné par le gouvernement qui leur donne une propulsion vers une plus grosse croissance. Peut-être que je suis un peu mitigé entre les deux positions. Je comprends les deux positions. Mais ça reste quand même, ça part par faire confiance aux entrepreneurs. Oui. Puis je suis curieux de savoir, tu as une posture quand même beaucoup là-dedans à accompagner des entrepreneurs à se lancer. Qu'est-ce qui manquerait finalement dans notre écosystème, qui est peut-être pas des politiques publiques, mais pour donner un peu plus confiance aux entrepreneurs de se lancer? Oui, une façon de réfléchir à ça, c'est de prendre la perspective du risque. Donc, quel type de risque ou combien de risques ou puis en capital de risque, c'est toujours ça l'évaluation qu'on va faire, c'est les risques versus les retours. Et si tu veux des plus grands retours, tu prends des plus grands risques. C'est pour ça qu'on appelle ça du capital de risque. Ouais. Mais on pourrait penser qu'aujourd'hui, si tu demandes aux entrepreneurs qui sont ici à Accessé, ils vont dire les investisseurs ne prennent pas beaucoup de risques. Quel type de risques ils sont prêts à prendre? Puis moi, ce que j'ai découvert dans les 10 dernières années, c'est que il y a un moment où c'est même pas une question d'argent, c'est une question, on parlait de confiance, puis de dire j'y crois dans ton projet. Ouais. Ça se peut. Et toi, tu crois dans quelque chose ou tu as compris quelque chose que les autres n'ont pas encore compris, mais ça va devenir évident. Fait que c'est un petit peu ça qu'on fait. C'est mon métier, c'est d'un peu tracer ces lignes pointillées-là puis dire si c'est vrai ce que tu dis, parce que chaque personne que je rencontre a l'expertise de son domaine, ce qui n'est pas la mienne. Ouais. Mais moi, j'ai l'expertise du stade de développement. Quand tu es 2, 5 ou 10 personnes. Si ça marchait, qu'est-ce que ça créerait? Puis je pense qu'on a culturellement pas cette posture-là. C'est une posture qu'on pourrait plus attribuer à certaines autres cultures de conquérant ou de vouloir gagner ou d'être un... Puis je suis pas du tout dans le tech bro ou dans le solutionnisme technologique, mais il y a cette posture-là, cette philosophie-là de dire si c'est vrai ce que tu me dis, puis ça marche,
mais ça va nous amener ailleurs, ça va créer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Puis c'est un peu ce saut quantique-là c'est une question de foi, c'est pour ça que je disais que c'est difficile avec les politiques publiques, mais qu'est-ce que ça crée? Puis ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, même avant que j'investisse, c'est ce moment-là, ce point de bascule-là, où, en quelque part, cet entrepreneur-là se donne la permission d'avoir l'ambition pour son rêve, en quelque sorte. J'aime beaucoup Fred Pellerin, on pourrait retrouver l'entrevue qui dit « C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour ton rêve? C'est-tu vraiment ton rêve? Si tu te lèves à chaque matin en fonction de ce rêve-là. Fait que cette mission, cette passion-là, les entrepreneurs, c'est des exemples incroyables de ça. Et cette permission-là d'avoir l'ambition combinée avec l'humilité, parce que ça va être difficile. Mais c'est un chemin qui est possible. Fait que, tu sais, en termes de maturité, on est rendu là. Je pense qu'en 2026, il y a plus de gens au Québec qui pensent que c'est un chemin possible. Donc, culturellement, on a progressé. Par contre, si on regarde les derniers rapports là, de l'indice entrepreneurial, on est en recul parce que les conditions macroéconomiques ou l'environnement... En termes de nombre d'entreprises, parce que l'intention reste quand même élevée. L'intention est élevée. Je ne sais pas si elle est à peu près... Je pense qu'elle doit être relativement stable. Relativement stable. Pour regarder les chiffres, mais de passer à l'action, il y a moins de gens qui passent à l'action. Absolument, ça c'est clair. Là, on arrive dans le territoire des politiques publiques. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui permet à plus de gens de passer à l'action et quel filet social on met en place parce qu'on est quand même assez chanceux. Si ça ne marche pas, c'est pas la fin du monde. Exact. Puis c'est une autre conversation qui arrive dans la maturité de notre écosystème. Bien, des entrepreneurs, ça manque. Il faut que tu apprennes à tomber puis te relever. Absolument. Les gens vont faire faillite. C'est quoi les conséquences de faire faillite? Comment on gère de faire faillite? Est-ce que c'est normal de faire faillite quand tu es entrepreneur? Est-ce qu'on peut en parler? Il y a tout le côté de psychologique comment tu te développes pour être prêt à faire face à ces situations-là? Comment tu te détaches de ces situations-là? Comment ça te renforce puis ça te détruit pas? Fait que c'est vraiment profond. Mais si on revient comme je pense au principe premier, c'est de dire, quelles conditions on se donne pour se permettre de plus entreprendre puis de mieux entreprendre? Oui, puis découpons 2 éléments. Il faut donner la confiance aux entrepreneurs de se lancer en mettant des politiques en place qui permettent de se lancer parce que on s'entend irrationnel. Toute personne qui gagne un salaire annuel dans une entreprise en tech, parce que souvent, généralement, c'est les gens qui vont faire le passage vers l'entrepreneuriat, ils ont un passé de développeur ou d'ingénieur, ou ils ont des salaires relativement bien payés, puis ils décident de dire « Hey, ça, je vais développer cette idée-là, je vais aller l'approfondir, puis je vais me lancer. Oui. » C'est irrationnel parce que tu mets littéralement de côté peut-être 2 fois 1, 2, 3 ans de salaire à haut salaire. Même tes économies, tu les passes là-dedans. Fait qu'il y a cette notion-là. Comment tu t'assures que la personne se lance, pas que ça soit rentable, mais que ça soit comme il y a une sécurité qui existe pour se lancer, que c'est la première affaire. La deuxième affaire aussi, c'est effectivement la culture de l'échec. On en reparlera, mais il y a des initiatives qui dépassent les politiques publiques qui peuvent se mettre en place pour faciliter la conversation. Puis on n'est pas il y a 10 ans. Je suis clairement d'accord qu'on n'est pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était une app pour ça, on lançait n'importe quoi, puis c'était très, justement, un peu adolescent. C'est comme, rentrons dans le tas, puis tassez-vous. Maintenant, j'ai l'impression que les entrepreneurs se lancent avec des projets qui aspirent à un meilleur futur, puis qui se prennent du temps à se bâtir. Oui. Fait que comment tu t'assures que les gens qui ont quelque chose à bâtir puissent le faire? As-tu des idées? Sinon, honnêtement, la question va être posée aux politiciens qui doivent arriver avec des idées. Parce qu'on ne va pas dans la bonne direction, sinon pour la création d'entreprises. Oui. Bien, il y a 2 choses. Je pense que c'est ce qui est un autre élément qui est quand on parle de culture ou de philosophie, c'est que quand j'ai commencé à être entrepreneur, l'entrepreneuriat, ça s'apprend un peu par osmose. Ah oui, absolument. On appelait ça la fondation Osmo. Ah, c'est vrai. Et donc, est-ce qu'on a des gens qui sont des candidats qui ont cette culture entrepreneuriale-là et qui ont passé dans ce chemin-là? Parce que c'est quelque chose qu'on apprend aussi en le faisant. Moi, j'aime bien cette image-là. Tu n'apprends pas l'entrepreneuriat en lisant un livre. Là. C'est comme le ski ou le surf. Tu peux bien lire un livre sur le surf, là, mais il faut que tu ailles nager dans l'océan pour... faut que tu te plonges. Faut que tu y ailles. Fait que cette idée-là, je pense, est-ce que les gens qui réfléchissent ou est-ce que les gens qui sont dans la posture pour mettre en place des programmes vont être plus en mode de consultation? Ça, je pense qu'il y a une belle évolution par rapport à ça. Donc, il y a plus de consultation, de concertation qu'auparavant. Mais après, il reste que c'est un chemin difficile.
quels éléments on pourrait mettre en place pour favoriser ces prises de décision-là. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse au Québec, c'est qu'on regarde les choses qui fonctionnent bien dans les autres provinces, puis qu'on arrête de se mettre des œillères puis de dire, ben non, tu sais, c'est le syndrome de pas inventer. Ouais, mais un crédit d'impôt ou un rabais ou un congé fiscal pour les gens qui investissent comme ange ou comme entrepreneur dans une entreprise avec certains paramètres bien définis. Ça existe. Ça existe en Colombie-Britannique. Il y a quelque chose qui existe aussi, qui ont mis en place. J'étais à Halifax la semaine passée, là, en Nouvelle-Écosse. On n'a pas besoin de chercher bien loin pour trouver des leviers puis des politiques publiques qui favorisent le démarrage de l'entrepreneuriat. C'est clair. Puis après ça, je pense qu'on peut aussi regarder ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Qu'est-ce qui se fait dans les pays nordiques? Et pourquoi ça fonctionne? Et après ça, c'est quoi la version Québec et Canada? Puis je pense que bien que je sois quelqu'un qui est plutôt pour l'autonomie puis les petites structures, je pense que le Québec a le défaut de se penser pour un pays trop souvent. Peut-être qu'un jour, ça arrivera, mais on verra rendu là. On n'est pas dans cette conversation-là. On n'est pas dans cette conversation-là. Mais on est Canadien avant d'être Québécois sur le marché international. Puis si tu veux être entrepreneur aujourd'hui, ben ton marché, il faut que ce soit le monde. C'est pas le Québec. Surtout dans la tech, on s'entend. Je veux dire, 40 millions de population au Canada, c'est un très petit marché quand tu as des solutions très niches en plus. Oui, puis de se dire, ah non, mais c'est juste le Québec. C'est comme, moi je me souviens à l'époque, il y a 20 ans, les gens me disaient, moi je vais être le YouTube du Québec. Puis je suis comme, le YouTube du Québec, ça va être YouTube. D'ailleurs, on le voit, là, les programmes avec les géants du web. C'est mieux d'investir les canaux qui existent, puis à la limite de faire un nom là-dedans, que d'essayer de recréer ces structures qui ne sont pas adoptées. Puis qu'est-ce que tu fais qui est unique? Une des questions que moi je pose à tous les entrepreneurs puis qui est au cœur du parcours entrepreneurial, c'est, en anglais, on dit « why you, why now ». Qu'est-ce que toi, tu sais, qu'est-ce que toi, tu peux proposer qui est différent et pourquoi maintenant? Et donc, dans quoi tu es le meilleur au monde? Puis tu sais, je marchais en m'en venant ici là, dans Accessé, puis je regarde tous les différents types de compagnies. C'est incroyable. Ouais. Il y a de l'expertise dans plein de domaines. Absolument. On est meilleur au monde dans plein de choses, ben on devrait jouer dans ces ligues-là. On ne devrait pas essayer d'être la copie de d'autres choses. Puis après ça, il y a peut-être un modèle québécois, puis je pense qu'on a une société qui est plus ouverte, qui nous permet de prendre peut-être plus de risques que d'autres endroits. Mais tu sais, je pense que c'est en Espagne ou en Italie, tu peux prendre ta prochaine année... au lieu de recevoir, tu sais, quand tu perds ton travail, tu peux prendre ton année de cotisation, pas de cotisation, mais de chômage, puis l'investir dans une compagnie de façon très avantageuse. Donc, si tu décides de partir une compagnie, tu peux recevoir toute ta prochaine année d'un coup, puis tu mets ça dans ta compagnie. Oui. C'est pas difficile à mettre en place, ce genre de politique-là. Puis au même titre, tu sais, une des conversations que j'ai souvent eues, puis je sais qu'il y a des partis qui sont en faveur de ça, tu sais, c'est... Mettons que tu travailles depuis plusieurs années, tu as réussi à économiser de l'argent, tu es fiscalement, comme je pourrais dire, responsable, puis tu as mis de l'argent même dans tes REER. Puis là, tu te dis, ben j'aimerais ça prendre un an, puis investir à la limite dans un projet entrepreneurial. Que ce soit pour investir ou te lancer, ben ton REER, tu peux acheter un immobilier avec ça. Pourquoi tu ne pourrais pas investir dans un autre type de mobilité, d'une entreprise? Ah, je veux investir, je veux être ange, je veux commencer. Puis oui, peut-être que ça te met du risque. Tu as le choix de le faire ou pas le faire. Mais au moins, tu n'es pas en train d'injecter de l'argent dans un écosystème. Tu es en train de prendre de l'argent qui est mis de côté, puis tu peux repayer sur 10 ans. Fait que c'est un risque que tu peux prendre. Ça a existé au Québec, là. On a eu toute ce qui s'appelait le régime d'épargne-action. On a eu toute une génération de baby boomers qui ont acheté des actions de compagnies québécoises parce que c'était avantageux fiscalement de faire ça. C'est quoi la version 2.0 ou 3.0 du régime épargne-action de petites compagnies dans lesquelles on peut investir? Parce que ça ne demande pas... J'aime ce que tu proposes. Puis l'exemple que je donnais de l'argent du chômage de plutôt de donner d'avance, ça ne demande même pas d'argent de plus. Non, c'est ça. C'est de réallouer ou de rediriger des sommes qu'on investit déjà, mais dans une posture, dans une philosophie qui soutient l'entrepreneuriat puis qui permet aux gens de faire ces essais-là. Parce qu'on va se le dire, ce sont des essais-erreurs. Absolument. Et c'est...
comme notre analogie du surf ou du ski, il faut le faire pour l'apprendre. Absolument. Et ça, c'est incontournable. Il y a rien on ne peut pas passer à côté de ça. Il y a un transfert générationnel qui peut se faire. Moi, il y a 4 ans, quand j'ai lu dans un article du Devoir, mais qui a été republié par d'autres, qu'il y avait 1000 milliards d'actifs qui étaient logés dans les fortunes des 60 ans et plus au Québec. Simplement parce que c'est des gens qui ont des fonds de pension, qui ont de l'immobilier, qui ont même justement des REER, des placements. Je me dis, ce transfert générationnel va se faire quand même pour l'achat de maison. On le voit déjà, mais c'est pas nécessairement des 60 ans et plus. Il y en a qui se lancent en entrepreneur, honnêtement, bravo. Mais il y en a qui vont vouloir juste comme investir puis donner confiance à des plus jeunes avec l'argent qu'ils ont disposé. C'est ça, c'est donner des leviers, de dire, si tu le fais, ben, on va te donner des congés fiscaux, on va te donner d'autres avantages parce que tu crées de l'économie. Oui. C'est ça que je pense que le gouvernement doit donner. On n'est pas obligé d'injecter de l'argent puis d'investir dans des projets à 500 millions puis qui vont être des flops peut-être ou des flying whales. J'ai rien contre les personnes qui ont lancé ça, mais c'est pas le rôle du gouvernement d'investir à nombre, centaines de millions de dollars dans des grosses compagnies. Si on donne le levier aux petits épargnants, c'est eux qui vont prendre du risque avec le gouvernement. C'est eux qui vont être capables de soutenir la croissance puis ils vont être contents si on réussit. Oui, puis il y a comme 2 éléments là-dedans. Je pense que le premier, puis ça, c'est le gouvernement fédéral l'a vraiment bien fait dans les dernières années. On peut aller éponger une partie du risque, un 8 à 10 peut-être, que le gouvernement va garantir, qui permettent d'amener des capitaux privés où ils n'étaient pas. Donc ça existe, c'est facile, c'est en train de se refaire au fédéral. C'est quoi la version provinciale de ça? Bonne question à poser aux gens qui se présentent. Après ça, l'autre élément pour moi qui est structurant, c'est de dire les entrepreneurs, ils vont le faire de toute façon, comme tu disais, mais les fonds de pension canadiens, entre autres, ce qu'on appelle le Maple Lake, les 8 plus grands, mais au Québec, on a une situation différente, on en parlera après, mais la plupart de cet argent-là est placé à l'étranger. Et donc là, il y a une question un petit peu de nationalisme, de dire comment est-ce qu'on s'assure que cet argent-là est réinvesti ici? Parce que oui, je vais faire plus d'argent sur mon fonds de pension parce qu'il est placé dans cette compagnie d'énergie fossile qui présentement fait des super profits, ou dans les marchés autres, mais il devrait avoir un devoir quasiment patriotique de dire, on devrait réinvestir ici pour notre propre économie. Puis là, je pense que les gouvernements peuvent créer des conditions, des politiques, des programmes qui facilitent ça. Fait que ça c'est pas de la grande magie, c'est pas très difficile. Je pense que l'élément que j'aimerais amener peut-être, si on s'en va vers une conclusion, une recommandation, l'endroit qui est plus difficile, je reviendrai à cette idée-là de créer les conditions ou d'améliorer les conditions de départ. Et tu posais la question tantôt, est-ce qu'on doit être plus dans l'amorçage ou plus tard? La vraie réponse, c'est qu'il faut être partout parce que c'est une chaîne. Puis si tu as des trous dans ta chaîne, tu ne te rends pas jusqu'au bout. Mais un angle mort qu'on a, qu'il faut nommer, j'ai cofondé le mouvement des accélérateurs et des incubateurs. Fait que j'étais partie prenante là-dedans. Mais je pense que avec le Conseil de l'innovation, on a fait une étude sur les startups en IA. Et une des questions qu'on avait, c'est c'est quoi notre angle mort? On a la pointe de l'iceberg, on a des données sur les compagnies qui sont dans les incubateurs, les accélérateurs, qui reçoivent du capital de risque. Mais est-ce qu'il y en a 10 ou 80 dont on n'a aucune idée? Puis la réponse est plus comme 80 On a trouvé comme 800 startups en IA au Québec qui développent un produit avec une approche qui était plus... qui partait des personnes plutôt que des programmes. Fait qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense. Fait qu'on a comme un grand potentiel. C'est comme si on était assis sur une mine d'or, en quelque sorte. Absolument. Un grand potentiel qui ne va pas chercher de l'aide, qui n'a pas de programme, puis tant mieux s'ils sont capables d'être indépendants. Puis là, il y a tout un changement d'époque aussi avec la technologie qui fait que c'est pas ce qu'on a appliqué dans les 10 dernières années qui s'applique aux 10 prochaines années. Fait que je pense que ça aussi, c'est une réflexion super importante à avoir. On n'est pas dans la continuité, on est comme dans un moment de rupture. Puis ça, il faut... C'est difficile, ça, pour des politiques publiques, des moments de rupture, mais il faut reconnaître ça. Mais on est littéralement sur notre conclusion. On a laissé plein de bribes d'informations en disant on va en parler plus tard, puis là, le plus tard est arrivé, on n'en a pas parlé. C'est pas grave, mais tu sais, je retiens 2 choses là-dedans, puis après ça, les retails, j'ai réabordé le sujet profondément avec d'autres personnes, mais
il faut se donner confiance dans les politiques publiques, dans les façons qu'on se lance, dans l'écosystème même tech, de se dire, c'est correct si on se plante, mais ça, c'est un changement de culture, puis il y a bien d'initiatives, comme je t'en parlais tantôt dans la presse, notamment de parler des échecs qui nous ont fait grandir. Mais également, il faut surtout avoir une vision qui n'est pas court-termiste, accepter ce changement-là, puis évaluer avec honnêteté la politique publique qu'on a mis en place. Voici les résultats. La conclusion, c'est que ça n'a pas fonctionné. Voyons autre chose. Oui, puis le capital de risque, ça marche, mais c'est long. Absolument. Quand je suis arrivé chez Real Ventures en 2014, 2014 à 2017, on était super actifs en investissement. On avait l'accélérateur Founder Fuel, on a participé à amener Techstars AI à Montréal, plein de trucs comme ça. Puis si tu m'avais dit à l'époque, les 2 investissements les plus payants, ça va être 2 compagnies quantiques de quantum computing. Je t'aurais dit non, c'est de la science-fiction, ça n'arrivera pas. Puis il a fallu se rendre jusqu'au MIT à Boston. On regardait une compagnie Xanadu qui est à Toronto. Puis là, on faisait nos recherches. On se rend à Boston. Puis c'est les gens de Boston qui nous ont dit « Êtes-vous allés à Sherbrooke? » Comme, ils sont incroyables à Sherbrooke en quantum. De quoi tu parles? Puis on s'est rendu compte à Sherbrooke. Puis Nord Quantique, qui est une des compagnies dans laquelle on avait investi à l'époque avec le fonds Orbit. Ouais. Ça ressemble un peu à la stratégie que je veux continuer de mettre en place. Mais c'était de dire, OK, long shot, moonshot, peu importe comment on l'appelle, là, c'est un grand horizon, mais ces chercheurs-là, c'est des chercheurs de pointe. Le constat, c'est que ça s'en va par là. Il faut investir maintenant dans ces entrepreneurs. Et presque 10 ans plus tard... on a notre plus récente licorne au Québec. Voilà. C'est celle-là. Voilà. Merci Sylvain. Bonne première conversation pour amorcer cette série de conversations-là. J'espère que tu vas relayer sur les médias sociaux. Puis, suivez-nous. Je ne sais pas c'est qui le prochain invité, mais si vous le voulez, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de faire la suite. Merci encore, Sylvain. Merci beaucoup, Guillaume. Ça fait plaisir. Bye-bye.